Bonsoir. Au sommaire de cette édition, Réseau Ferré de France annonce la poursuite du projet de ligne à grande vitesse qui passerait par l'Auvergne. Explication dans ce journal. Valéry Giscard d'Estaing organise une vente aux enchères du mobilier de Varvas. Elle aura lieu fin septembre dans la propriété de Chanona. Jacques-Bernard Magnier est l'invité de ce journal. Nous parlerons de financement solidaire en Auvergne pour les acteurs du territoire. Le projet de ligne à grande vitesse Paris, Orléans, Clermont-Lyon continue de cheminer. Réseau Ferré de France oriente les études préliminaires sur 2 des 4 tracés présentés lors du débat public de l'automne-hiver. Une annonce faite aujourd'hui après les délibérations du dernier conseil d'administration. Les explications de Catherine Lopez. C'est la bonne nouvelle du jour. RFF a rajouté un 5e objectif à propos du projet de LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Un objectif qui vise à relier Clermont et Lyon par une desserte à grande vitesse. Par ailleurs, RFF a décidé de retenir les scénarios ouest et médian dans la variante Roanne comme scénario de l'étape préliminaire. RFF rappelle qu'aucun des 4 scénarios présentés au débat ne s'est pour autant dégagé comme la réponse évidente et partagée à l'ensemble des enjeux. Sur la question des enjeux environnementaux, Réseau Ferré de France souligne que de nombreuses expressions ont dénoncé le risque d'impact environnemental sur les forêts du Bourbonnais, notamment la forêt de Troncé. RFF annonce qu'un garant devrait être nommé début juillet, selon les dispositifs de la Commission nationale du débat public. La concertation et les études commenceront alors, dès que les conditions financières seraient réunies. Et ce soir, Serge Godard, le maire de Clermont-Ferrand, se dit satisfait car le fuseau choisi par RFF est celui qui passe le plus près de la métropole clermontoise. Serge Godard se réjouit que Clermont se retrouve dans ce projet à 1h55 de Paris et à 1h15 de Lyon. Valéry Giscard d'Estaing met en vente l'ensemble du mobilier du château de Varvas à Chanona. La vente aux enchères se fera sur place le dernier week-end de septembre. 400 lots seront mis à prix. Le produit de la vente est estimé à 400 000 € au total. Dans le village, ce n'est pas tant le devenir des meubles qui intéresse les habitants. Ils pensent davantage à la page qui se tourne avec le départ annoncé de la famille Giscard d'Estaing. Reportage sur place, Ariane Monfray et Mathilde Espinas. Situé à la sortie de Chanona, en direction de la Roche-Blanche, le château des Giscard d'Estaing est appelé Varvas par tout le village. Plus que la dispersion du mobilier prévue en septembre, c'est le départ de l'illustre famille que retiennent les habitants. Je regrette beaucoup parce que j'étais un élu local avec Madame Giscard d'Estaing. Et c'est vrai que le fait que la famille Giscard d'Estaing souhaite partir de Chanona, c'est vraiment dommage. On avait tellement l'habitude de les voir ici que ça fait drôle. Enfin, si c'est leur destin. C'est le père de Valéry Giscard d'Estaing, Edmond, qui avait acheté Varvas en 1933. Maire pendant une dizaine d'années, il avait ensuite été conseiller municipal. Pour autant, la municipalité actuelle n'envisage pas d'acquérir tout ou partie du patrimoine des Giscard d'Estaing. Notre commune est une commune moyenne, 1700 habitants, avec des moyens modestes. Et nous n'avons pas les moyens ni d'acquérir la propriété, ni même d'acquérir une partie du mobilier qui ne pourrait vraisemblablement pas servir à nos bâtiments communaux. Le président de la République venait encore régulièrement à Chanona, notamment pour y voter. Le produit de la vente des meubles servira à financer la fondation que VGE souhaite installer dans l'Aveyron. 25 postes supplémentaires de professeurs des écoles dans l'académie de Clermont et ce dès la rentrée de septembre. Une mesure que vient d'annoncer le rectorat et qui fait suite aux 1000 postes supplémentaires promis par le ministre de l'Éducation nationale. Ces postes bénéficieront en priorité à l'ouverture de classes et au remplacement. Ils seront répartis lors des comités techniques départementaux prévus le 26 juin prochain. C'est le soulagement pour la famille malgache menacée d'expulsion à Clermont-Ferrand. Le tribunal administratif lui a donné raison hier en annulant l'obligation de quitter le territoire. Le père qui souffre d'épilepsie ne pourrait pas être soigné dans son pays. Le cas de cette famille avait suscité une importante mobilisation, notamment de la part des parents d'élèves de l'école Victor Duruy. C'est dans cet établissement que l'un des enfants de la famille est scolarisé. Le préfet a désormais 1 mois pour fournir des papiers, même temporaires, à la famille. Il dispose du même délai pour faire appel dans cette affaire.
Une cérémonie du souvenir hier soir, place d'Espagne à Clermont-Ferrand. Un hommage rendu aux hommes morts pour la France en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. Toutes les associations d'anciens combattants du Puy-de-Dôme étaient représentées. Le nom des 160 morts du département ont été cités et des fleurs ont été déposées au pied du mémorial. On est là pour rappeler toutes les misères qu'ont subies des êtres humains, pour rappeler qu'on ne nous oublie pas et rappeler aussi qu'on doit être que tous les anciens combattants, quelle que soit leur association, soient respectés. Respect dans les droits à réparation, respect dans le devoir de mémoire, respect dans la solidarité. L'objectif d'aujourd'hui, c'est aussi de rappeler, de faire voir qu'on existe, de faire voir et essayer de faire comprendre qu'il y a eu un conflit qui a entraîné des centaines de milliers de morts, bien sûr il y a 50 ans. Mais nous avons voulu faire un travail de mémoire. Des propos recueillis par Romain Duché. Jacques-Bernard Magnier est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Auvergne Active. Auvergne Active qui vient de signer une convention avec des banques pour accompagner deux types de publics, les demandeurs d'emploi et puis les entreprises solidaires de la région. Les accompagner de quelle manière, Jacques-Bernard Magnier? Alors, les accompagner pour pouvoir créer leur entreprise. Notre vocation est d'être une participation à la création d'entreprises pour les gens qui le souhaitent, qui sont soit en situation de chômage, soit qui ne le sont pas d'ailleurs, mais nous nous occupons en particulier de ces publics-là pour leur apporter les prêts qui leur sont nécessaires et la garantie d'emprunt dont ils ont besoin auprès des banques de la place. Et c'est pour ça que nous avons signé une convention avec la Fédération des banques qui fédère toutes les banques de la place. Alors comment se déroule le processus? À quel moment vous intervenez par rapport aux banques? Alors, le porteur de projet peut venir chez nous d'abord ou aller vers la banque d'abord. Oui. Parfois, c'est la banque qui nous l'envoie pour qu'on puisse vérifier la faisabilité de son projet de création d'entreprise, pour qu'on puisse aussi l'assurer et puis faire une expertise qui permette, à tout coup, peut-être pas, mais au moins dans plus des 3/4 des cas, que l'entreprise soit viable et qu'elle puisse se poursuivre sur plusieurs années. Dans ce cas, c'est la banque qui nous l'envoie et lorsque nous avons expertisé le projet, lorsque nos techniciens l'ont fait, la banque peut, elle, être sécurisée et apporter son crédit. Ou bien l'inverse, les gens viennent chez nous et à ce moment-là, on fait l'expertise et on les envoie auprès des banques. Un taux de 75% de réussite et plus, ça c'est quelque chose de satisfaisant? Oui, c'est satisfaisant puisque ça montre que notre expertise est utile dans la mesure où habituellement les entreprises qui se créent sans avoir été suivies disparaissent malheureusement pour moitié au bout de 3 ou 4 années. Est-ce qu'il s'agit au fond de valoriser aussi le tissu régional, l'esprit d'entreprise, la créativité? Oui, le but c'est la création d'emplois. Vous l'avez bien compris, il s'agit de très petites entreprises. Souvent le porteur de projet de création d'entreprise va créer son propre emploi. Après, au bout de 3, 4 ou 5 années, il peut avoir un projet de développement pour créer d'autres emplois. C'est tant mieux, ça signifie qu'il a réussi, mais déjà, c'est pour créer un emploi. Est-ce qu'il y a une forte proportion, justement, de demandeurs d'emploi qui deviennent créateurs d'entreprises parmi les gens qui viennent vous voir? Il y en a. On ne peut pas dire, comme certains l'avaient dit, que tout chômeur est un créateur d'entreprise en puissance, oui, parce que ce serait un peu idyllique, mais il y a une forte proportion de ceux qui ont la volonté et qui se disent qu'ils ont une difficulté dans l'employabilité de créer eux-mêmes leur propre emploi, notamment dans le domaine de l'artisanat, du commerce ou des services. Et là, nous sommes à côté d'eux, avec eux, et nous les suivons pour qu'ils puissent avoir d'abord un crédit bancaire, ce qui n'est pas facile à obtenir aujourd'hui, parce que les banques, elles ont des difficultés d'expertise elles-mêmes, et pour leur apporter notre accompagnement. C'est l'accompagnement aujourd'hui qui est important. Et c'est aussi l'organisation d'un réseau de compétences régionales qui est derrière tout, en filigrane, on va dire. Tout à fait, nous travaillons sur l'ensemble de la région, puisque nous avons 21 salariés qui sont répartis sur le Puy-de-Dôme essentiellement pour la plupart d'entre eux, mais d'autres sont en Haute-Loire, dans le Cantal ou dans l'Allier, où nous avons là aussi beaucoup de création d'entreprises. Un mot de politique pour terminer, Jacques-Bernard Magnier, puisque vous êtes également sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Quel est votre commentaire et votre lecture des résultats de ces élections législatives qui viennent de s'achever? Alors pour ce qui concerne la région, d'abord beaucoup de satisfaction, puisque dans ce département, nous avons illustré tout à fait ce qu'est la gauche plurielle, en ayant 3 députés socialistes, un député vert et un député Front de gauche. Donc dans le Puy-de-Dôme, nous pouvons être très satisfaits. Pour le reste de la région, eh bien, dans la Haute-Loire, on s'aperçoit qu'on reste encore à droite, mais même s'il y a un effritement. Oui. Pour le Cantal,
tant mieux, on gagne un siège à Aurillac avec Alain Calmette, le maire, qui devient député. Et dans l'Allier, on garde les 3 sièges de députés, ce qui est tant mieux. Donc on a dans notre région plutôt des progrès, et notamment dans la circonscription dans laquelle j'étais plus particulièrement impliqué pour Christine Pires-Bonne, nous avons un très beau résultat, puisqu'elle frôle les 60% pour son élection. En 20 secondes pour terminer, la gauche a aujourd'hui une grande responsabilité. Elle n'a pas le droit de se tromper. Écoutez, la gauche, elle a beaucoup de responsabilités, effectivement, dans ce qui va se passer maintenant. Elle a les 2 assemblées, elle a le président de la République, elle a les collectivités, les villes majeures, et je crois qu'elle ne peut pas, effectivement, échouer, mais je crois qu'il y a dans ce pays une volonté d'arriver, et les forces vives. Pas seulement les forces politiques, parce qu'on a beaucoup parlé des forces intermédiaires, les associations, les syndicats. Eh bien, je crois que chacun aura à mettre la main à la pâte pour qu'on réussisse. Jacques-Bernard Magnier, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On passe au sport et une nouvelle recrue au Clermont Foot Auvergne. Le club a présenté cet après-midi Ali Tunkara, un jeune attaquant de 19 ans issu du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. C'est la première fois qu'il entre dans un club professionnel. Il a signé pour 2 saisons à Clermont et espère bénéficier d'un temps de jeu important. On l'écoute au micro de Philippe Robert. Ça permet d'avoir du temps de jeu, de ne pas griller les étapes, de passer par la Ligue 2, essayer de s'aguerrir, de prendre un peu le côté du monde professionnel parce que ça n'a rien à voir avec le championnat amateur qui est assez fort. Je suis plus un 9,5, je joue en soutien, j'aime bien participer au jeu, revenir chercher les ballons, créer du jeu et provoquer. Après, si je peux me retrouver en situation devant le but, j'essaie de finir comme il faut. J'ai un jeu un peu de jeune, il y a beaucoup de choses que je dois régler. C'est pour ça que je suis venu ici pour apprendre à côté des autres qui sont déjà en Ligue 2 et essayer d'avoir leur niveau. La reprise de l'entraînement se faisait justement cette semaine au CFA. Hier, les joueurs se sont retrouvés sur le terrain au stade Gabriel Montpied sous le regard des supporters qui s'étaient déplacés en nombre. Les Clermontois sont venus découvrir le nouvel entraîneur Régis Brouard qui arrive de Quevilly. Voyez le reportage de Philippe Robert. Après un mois de coupure, les supporters du Clermont Foot venus en nombre sont heureux de retrouver leurs joueurs. Et très vite, les regards convergent dans la même direction. Pour voir le nouveau entraîneur. Comment ça se comporte par rapport à Michel Zakarian? Après avoir mené les amateurs de Quevilly en finale de Coupe de France, Régis Brouard fait ses grands débuts avec un groupe professionnel. Les supporters attendent donc qu'il réponde à leurs espoirs. J'espère qu'il fera aussi bien, même mieux que Michel Zakarian. Après, l'avenir nous le dira. Il fallait peut-être redonner une folie de plus, je ne sais pas, on verra. Un entraîneur qui accorde une grande importance à l'aspect psychologique et mental. Et pour faire passer son message, il a besoin d'être au plus près de ses joueurs sur le terrain. J'aime bien être au cœur du jeu avec eux, de sentir les sensations avec eux, de mettre en place ce qu'on va mettre en place à travers un projet de jeu. C'est mon mode de fonctionnement. J'ai un besoin et je pense que les joueurs ont besoin de ça aussi, de les soutenir, de les encourager, de leur dire ce qu'ils ont fait de bien et de pas bien. Des joueurs qui sur différents ateliers travaillent la technique et leur adresse, car cette saison le mot d'ordre sera de produire du beau jeu. Beaucoup de jeux vers l'avant au sol et disponibilité avec beaucoup de soutien et un replacement défensif en fermant les côtés et puis on verra bien. Nouveau style de jeu, nouvel entraîneur, les joueurs vont devoir s'adapter. 6 semaines de préparation intensive et 6 matchs amicaux les attendent pour être fin prêts lors de la première journée de Ligue 2 le 27 juillet prochain. Et c'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera demain à 12h30 et à 18h30. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.